Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect et aujourd'hui je suis très content de recevoir Olivier Ouenin de OpenFlow pour Respect. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Alors avant de te demander de te présenter, je vais simplement expliquer pourquoi tu es ici. Tu es ici pour ta démarche OpenFlow, donc une communauté d'experts pour une nouvelle transition économique, écologique et durable. Et au fait, si j'ai bien compris, mais tu m'expliqueras ça après, c'est vraiment soutenir l'entrepreneuriat d'impact grâce à une communauté d'experts. Oui, c'est ça. Oui. Et en effet, je t'expliquerai plus en détail. Voilà, nickel. La fois passée, on avait reçu Sévan Olemans, qui est aussi dans le fait de soutenir l'entrepreneuriat d'impact, mais plus avec lui des fonds, mettre en relation pour lever des fonds, etc. Donc, il y a sûrement des ponts à faire. Ce sera sympa parce que je pense que les épisodes vont sortir très proches. Sévan Olemans, l'épisode sera déjà sorti avec Solifine. Donc, voilà, je vais te demander de te présenter. Oui, donc voilà, je suis Olivier, j'ai 41 ans, je suis papa de deux petites filles et je suis marié, donc je viens plutôt de la région namuroise et j'ai un parcours, une formation d'ingénieur en électromécanique. Et j'ai travaillé, on va dire, dans des grosses boîtes type multinationales, PME et maintenant OpenFlow. Donc mon parcours était un parcours d'ingénieur un peu traditionnel. J'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 15 ans avec des fonctions de gestion de projet, de construction de lignes de production, etc. Et puis j'ai rejoint le monde de PME dans lequel j'étais directeur d'opération, donc dans des boîtes d'ingénierie et de conception de machines. Et voilà, à 37-38 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens et la finalité de mes actions, en tant qu'ingénieur, entre autres, qui aime bien concevoir et de penser sans doute au monde de demain. Et c'est ça qui m'a amené à créer OpenFlow. Ok, et on s'est rencontrés à l'époque où tu étais dans CPME, justement, je pense. Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'ingénierie ? Je pense qu'il y a... je suis curieux, je suis quelqu'un qui suis curieux, j'aime bien apprendre, toucher un peu à tout. J'ai pas tellement une intelligence dans le côté bricoler, etc., mais plutôt comprendre le monde, en fait. Et je savais pas trop quoi faire en sortant de mes études en rénové. J'aimais bien les maths, j'aimais bien les sciences. Je me dis, ingénieur, ça me permettra de faire plein de trucs. Et puis j'ai commencé comme ça. Et j'ai adoré le parcours. Évidemment, les gens que je rencontrais, j'ai fait ça à Louvain-la-Neuve. Et puis sorti d'ingénieur, il y a un peu une sorte de voie toute tracée, quoi, qui est aller dans les grosses boîtes d'ingénierie, une voiture de société, monter dans la hiérarchie, etc. Et finalement, les questions sont arrivées par après, quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et je pense que j'ai beaucoup en moi ce côté peut-être boy scout qui est, les ingénieurs, ils ont contribué à développer le monde, à inventer des choses, à améliorer le bien-être des gens aussi. Et donc je me suis dit, mais finalement, moi, c'est quoi ma pierre à l'édifice de tout ça, quoi. Ouais. Et donc j'en suis arrivé à toutes ces réflexions-là il y a quelques années. Ouais. Excellent. Je posais la question parce que je sais qu'on est écouté par pas mal de jeunes aussi. J'étais assez étonné. Je pensais qu'on serait plus écouté par des gens style 35, 45, etc. Il y a pas mal de jeunes et qui sont aussi justement dans l'impact, dans l'envie de changer, qui se sont orientés justement, soit leurs études pour faire ça ou qui après ont totalement changé. Et qui se sont posé les questions que tu t'es posées et que moi aussi fatalement je me suis posé, mais bien plus tôt encore. Ouais. C'est assez surprenant. Tant mieux. Ouais. Oui, tant mieux. Oui, tout à fait. Explique-moi justement maintenant ce qu'est exactement OpenFlow, parce que je pense que c'est une coopérative. Oui, tout à fait. Donc c'est né de toutes ces réflexions il y a de ça 5-6 ans. J'ai changé beaucoup avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Frédéric Le Gardien, qui est plutôt dans le monde de l'IT, un développeur IT qui est aussi passé par des grosses structures, etc. Et on se dit, mais il y a un vrai besoin de trouver du sens à ce qu'on fait. On est plusieurs dans notre bande, dans notre entourage, à avoir des compétences assez pointues dans nos métiers, à avoir entre 35 et 55 ans et à se dire, ok, on a bourlingué, nos vies se passent bien, mais au final,
qu'est-ce qu'on fait, en quoi on contribue au monde qui est en train de changer et d'évoluer. On avait une sorte de prise de conscience aussi que, au niveau écologique, au niveau sociétal, au niveau des problématiques d'inclusion, etc., qu'il y a beaucoup de choses qui s'accéléraient et qui bougeaient. Et c'était un peu ce constat de, mais qu'est-ce qu'on fait nous par rapport à tout ça? Et on était aussi passionnés, et on se passionnait par tout ce qui est la mutualisation de ressources, de services, donc le fait de mettre ensemble, de communaliser, pour être plus efficient, simplement, parce qu'on se rend compte que dans le monde actuel, les ressources sont consommées de manière dingue, chacun dans son coin, alors que en se mettant ensemble, en mettant des ressources dans un pot commun quelque part, on peut être plus efficient. Et c'est comme ça que la réflexion Open Flow est arrivée, en se disant comment on peut mutualiser des ressources, plutôt dans un milieu entrepreneurial, parce qu'on était issu d'un milieu traditionnel, et se dire aussi comment on peut donner plus de sens à tous ces gens qui nous côtoient, des collègues qui sont employés dans des entreprises ou des indépendants et qui ont envie de contribuer à des projets sociétaux. Et on s'est dit, tiens, on aimerait aider l'économie sociale et solidaire, apporter de l'expertise dans ce milieu-là, qui est en train de se développer, qui est en train de grandir, et qui parfois manque d'expertise parce que c'est pas les mêmes réseaux, les mêmes connexions. Et ça a commencé comme ça, puis toute une notion de gouvernance aussi est arrivée. On vient plutôt d'un milieu type des hiérarchies traditionnelles, très sclérosées, pas du tout agiles. Dans les PME, ça va un peu mieux, mais malgré tout, ça reste encore comme avant. Et on s'est dit, mais comment créer une gouvernance plus plate, plus agile? Et alors, du coup, la coopérative semble être le meilleur outil juridique. Il y a beaucoup de valeurs derrière que je peux t'expliquer aussi. Oui, ok, très bien. Et concrètement, comment ça se structure? C'est quoi? C'est imaginons, moi, je veux monter un projet à impact. J'ai besoin de ressources, entre guillemets. Je porte le projet, mais je suis pas ingénieur. Je sais pas coder. Est-ce que je fais appel à vous? Enfin, comment est-ce que ça... C'est quoi concrètement, comment ça pourrait fonctionner? Donc l'idée vraiment, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs de la transition. Et ces entrepreneurs de la transition, ils se mettent ensemble, mais il faut un but commun. Et le but commun, c'est d'accélérer la transition des entreprises, c'est créer des projets à impact sociétal positif. Et donc, il faut imaginer vraiment cet écosystème avec des gens qui viennent de différents métiers, de l'IT, l'ingénierie, mais il y a des gens qui viennent du management RH, de la gestion d'entreprise, etc., des commerciaux. Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a 3 volets, je dirais. On a un volet qui est accompagner la transition des entreprises vers un monde plus durable. Donc c'est vraiment rendre quelque part le dirigeant d'entreprise et les employés des entrepreneurs de la transition. Donc là, on a des accompagnements, des parcours d'accompagnement pour les PME. Un deuxième volet, c'est vraiment un côté incubation ou germoire de projets. Donc tous ces gens ensemble, ils ont des idées de création de nouveaux projets qui ont un impact, mais ils veulent aussi aider des jeunes pousses, des startups ou des PME parfois un peu plus grandes, mais qui ont des idées de projets à impact sociétal positif. Et donc l'idée, c'est de venir se greffer autour de ces projets-là et d'aider, d'apporter ses compétences au service d'eux. Donc ça, c'est la partie germoire. Et le troisième volet, c'est le développement de la communauté, le côté quelque part laboratoire, réfléchir ensemble au monde de demain, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Voilà, c'est une sorte de groupe de réflexion aussi. Donc on a ces 3 volets qui évoluent en parallèle, quoi. C'est pour ça que le symbole d'Open Flow, c'est-à-dire flux ouvert, c'est une spirale qui s'étend vers l'extérieur, donc il y a un côté vertueux, quoi. Et donc on est en continuel état, je dirais, de testeur, quoi, bêta-testeur quelque part, parce qu'on réfléchit, on a un laboratoire aussi de création de nouveaux projets. Ok, et donc c'est... en quoi est-ce que ça diffère d'un startup studio? Oui. Excuse-moi, je me suis posé la question, excuse-moi de te couper, mais je me posais la question parce qu'il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui sont venus ici et qui viennent du Start Lab, et je les reçois tous, tu vois. Oui. Il y en a un qui est passé et tout, et je trouve ça génial parce qu'ils sont plein d'entrain, plein de valeurs, ils créent des trucs super intéressants, que ce soit dans le vêtement ou dans la publicité responsable ou dans l'alimentaire, l'anti-gaspi, ou le fait de créer des nouvelles formes d'alimentation plus économiques, écologiques, etc. Donc il y a vraiment tout un truc extraordinaire qui sort de là, mais j'ai pas l'impression qu'à ce côté on va réfléchir à, c'est plutôt ok, les jeunes viennent avec leurs idées, c'est un start-up studio, quoi. Voilà. Exactement. Donc
Comparativement à des incubateurs traditionnels, des startup studios qui sont, je viens avec un projet, on fait un business canvas model, on réfléchit à des études de marché, il y a peut-être 2-3 coachs qui entourent et qui permettent d'évoluer. Nous, on a un côté qui est vraiment très clairement, on veut réfléchir à l'impact sociétal, donc les projets qui sont chez nous, ils doivent s'inscrire là-dedans. Il y a un côté mentoring de seniors, je dirais de gens expérimentés autour, mais aussi on se retrousse les manches avec et on fait les projets avec. Donc il y a cette possibilité chez nous de contribuer en temps au projet, donc de dire ce projet-là il me passionne, le projet qui est présenté devant nous, j'ai envie d'y contribuer, d'y passer du temps, d'investir de mon temps, et si le projet fonctionne, j'aurai des rétributions plus tard sur le projet. Donc le temps, c'est une des valeurs les plus précieuses actuellement. Une fois qu'il est passé, il est perdu. À quoi est-ce qu'on alloue son temps aujourd'hui? Et on souhaite que les gens allouent leur temps à des projets qui font sens, qui ont de l'impact, avec la possibilité de valoriser ça, d'avoir un retour positif, soit monétaire ou autre, parce qu'on apprend ensemble, on construit ensemble. Donc voilà, on a vraiment des valeurs très fortes de communauté, et comme tu l'expliquais, réfléchir ensemble au monde de demain, ça sort du cadre du Startup Studio. Et d'ailleurs, des jeunes qui arriveraient avec leur projet, par exemple d'un Startup Studio, peuvent aussi eux-mêmes contribuer à d'autres projets qui font partie du groupe, apporter leur dynamisme à peut-être un plus senior qui a 50 ans, qui a envie de lancer son projet, qui a toujours rêvé de ça, et qui va se faire accompagner par des plus jeunes qui ont plus les nouvelles technologies en main, par exemple. Voilà, c'est un peu ça. C'est créer de l'échange, de la solidarité entre les personnes dans la communauté. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des choses déjà très claires qui sont, je sais pas, sur papier ou quoi, sur le fait, j'imagine, hein, moi, voilà, je suis plus spécialisé. Bon, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, hein, c'était à HEC quand je donnais cette formation que je donne toujours de sales manager. Mais voilà, moi, je m'occupe des ventes. J'aide les gens à vendre mieux, etc. Imaginons, je travaille avec OpenFlow, il y a un projet et tout, et il y a besoin de... Comment ça se passe? Est-ce que, moi, c'est pur bénévolat, ou est-ce qu'il y a une rétribution future, ou est-ce qu'il y a une prise de participation dans l'entreprise, un investissement? Est-ce qu'il y a déjà un cadre clair, ou est-ce que ce sont des choses qui sont à réfléchir petit à petit? Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'on existe depuis 1 an et demi, donc on a une vingtaine de coopérateurs, donc on est une coopérative, et on a construit les règles au fur et à mesure en mode agile, justement par use case. Donc il y a des choses qui sont maintenant décrites, qui sont caractérisées, mais on continue à les faire avancer. L'idée, c'est que les gens participent au vote quand on fait évoluer la gouvernance. Mais en prenant ton exemple, voilà, tu dis je suis intéressé. D'abord on vient découvrir OpenFlow, on vient rencontrer, on participe à l'une ou l'autre discussion, réunion. Il y a un parrain qui t'accueille. Et puis si on s'y plaît, s'il y a un projet qui nous intéresse, qui nous tient à cœur, alors on montre son envie d'eux. Et alors du coup, nous, l'idée c'est que les gens deviennent coopérateurs, c'est que les gens rejoignent la famille, rejoignent la communauté. C'est une forme quelque part d'acte d'engagement aussi pour dire ok, moi je suis prêt à devenir un entrepreneur de la transition, donc je m'engage, je prends une ou plusieurs parts dans la coopérative. Et alors, comme j'ai dit, on peut avoir des missions de consultance alternative, je dirais, où toi tu vas pouvoir aider des PME à évoluer par les formations que tu donnes, mais orientées si possible dans la transition. C'est des missions rémunérées, dans lesquelles OpenFlow prend une commission pour la structure, mais cette commission va aider en fait d'autres projets à se développer. Tout à fait, c'est logique. Ou alors tu vas te lier à des projets qui se lancent, des projets de l'incubateur, du germoir, et là c'est à discuter avec les porteurs de projets. C'est parfois des projets qui n'ont pas de moyens, qui vont demander un coup de main, et alors tu vas dire ok, moi je suis prêt à passer quelques heures, parfois c'est 4, 5, 6 heures qui vont bien débloquer le projet, hein. Tu vas mettre en relation, tu vas donner des contacts, ok, bien ça sûr. Aide. Parfois tu t'impliqueras plus. Et là, alors c'est convenir avec le porteur de projet de si je m'implique plus, je vais contribuer au succès de ton projet. Donc comment est-ce qu'on s'y retrouve? Et là, on a défini des règles qu'on a déjà expérimentées sur certains projets de soit on est rémunéré tout de suite, ou on est rémunéré plus tard en fonction du succès du projet, ou on a des royalties sur le projet plus tard. Voilà, on a défini des règles qu'on doit faire évoluer et grandir en tout cas. Oui. Mais donc c'est entre coopérateurs que les décisions sont prises, et les personnes qui viennent à la cour projet, ils peuvent aussi du coup devenir coopérateurs, ou bien c'est ça. Oui, l'idée c'est de faire grandir la communauté. Donc soit on devient contributeur à OpenFlow au projet, soit on vient parce qu'on est porteur de projet. Et l'idée c'est que le porteur de projet devienne lui-même coopérateur, parce qu'il peut d'ailleurs même lui-même devenir contributeur d'autres projets éventuellement. Donc si c'est du one shot, du cas par cas, alors on aide volontiers, parce qu'une de nos valeurs c'est la bienveillance. Donc on va essayer d'aider les projets qui viennent toquer à notre porte. Mais l'idée, nous, c'est de se focaliser sur les projets qui ont de l'impact.
impact. Et un projet qui viendrait nous trouver qui n'a pas d'impact, par exemple, qu'un projet dit traditionnel, c'est réfléchir avec eux sur, ok, mais est-ce que dans ta conception, tu peux introduire de l'économie circulaire, tu peux réfléchir autrement, comment est-ce que tu mets l'humain au centre dans ton projet, est-ce que tu te lies avec d'autres coopératives ou avec des ateliers de travail adaptés, par exemple. Voilà, c'est amener ce genre de réflexion-là qui favorise toutes nos valeurs, le développement de nos valeurs. Ok, top. Et justement, tu t'es posé toutes ces questions, tu me disais entre 37, 38, ça commence à gamberger. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement vers cet univers-là ? Ça, c'est un chemin plus personnel. C'est quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que moi je veux laisser dans ce monde-ci ? Est-ce que je continue à travailler pour des grosses entreprises où c'est très impersonnel, où je pourrais très bien gagner ma vie dans des plus grosses entreprises, être directeur de ceci ou de cela ? Mais est-ce que c'est ça que je veux laisser ? Et j'ai regardé mes enfants, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre. Elles me demandent, papa, tu fais quoi dans la vie ? Je faisais des robots, ou je faisais des lignes de production pour des firmes pharmaceutiques. Et je me suis dit, mais en fait, je veux leur montrer qu'il faut entreprendre, il faut créer, il faut essayer de changer le monde dans lequel on est. On sait que les enjeux des 20 prochaines années sont importants. Mais c'est à travers l'entrepreneuriat que les choses peuvent changer et ne plus attendre que l'État fasse ceci ou cela. Je crois que c'est le dirigeant de demain, enfin d'aujourd'hui en tout cas déjà, qui va changer le monde et qui va semer des graines autour d'eux. Voilà, et donc c'est ce chemin personnel où je me suis dit, mais j'avais jamais été entrepreneur, créé mon entreprise, j'ai toujours été employé, j'ai fait un chemin différent, donc je suis passé d'une grosse boîte à maintenant je suis indépendant et je crée OpenFlow, je me mets en danger, quelque part un bon danger, mais dans un risque entrepreneurial, mais où je retrouve beaucoup plus de sens à ce que je fais. Et en fait, en me mettant dans toutes ces réflexions-là, j'ai vu qu'il y avait des initiatives un peu similaires qui commençaient à émerger à l'étranger, en France, en Nouvelle-Zélande, en Espagne. Il y a des communautés un peu similaires qui existent, et donc je me suis inspiré, j'ai intégré toutes ces choses-là pour créer notre ADN OpenFlow, quoi. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une super idée. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu dis justement en Nouvelle-Zélande, en Espagne, etc., qu'il y a des... Parce qu'au fait, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une maturité pour une idée. Tu aurais eu peut-être cette idée il y a 15, 20 ans, c'était peut-être que ça pouvait encore aller, mais c'était un peu tôt. Maintenant, tu vois que les idées émergent en même temps, les gens y pensent, etc. Donc, c'est que le marché est mature, entre guillemets. Oui, il y a un momentum, quoi. En fait, on sent une accélération de ça. Ouais. Et évidemment, le Covid, les inondations, ce genre d'événements-là nous rappellent qu'il est urgent de bouger. En fait, je suis pas du tout pour le catastrophisme, mais d'un autre côté, c'est un moteur pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La résilience autour de ça, c'est quoi ? C'est se bouger et construire quelque chose. Mais c'est ça, c'est finalement toutes ces questions. Est-ce qu'elles se posent vraiment ? Enfin, quand on voit tout ce qui est climatique, tout ce qui est alors on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Finalement, à un moment donné, ce que tu mets en place ne peut pas faire de mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vertueux. C'est s'aider, c'est l'entraide, c'est des projets qui ont un impact positif, etc. Je veux dire, voilà, moi, il y a quelqu'un que j'adore vraiment et qui m'a beaucoup inspiré pour ce podcast, que j'aurai jamais sur ce podcast parce qu'il ne parle pas français. C'est Boyan Slat. Je ne sais pas si tu vois au Non, je ne connais pas, non. C'est un jeune qui, à 18 ans, a fait une sensation de dingue au TED, au Talk TED, et qui est ingénieur à la base et qui a arrêté ses études parce qu'à un moment donné, il a été nager, je ne sais plus si c'était en Croatie ou en Grèce ou quoi, et il voyait plein de plastique dans l'océan. À un moment donné, il a dit stop, quoi, ça suffit, il faut changer les choses. Il a vu cette espèce de continent de plastique et il a commencé à travailler. Il a levé, mais vraiment pour c'est une assoce, quoi. C'est pas une PME, c'est pas une entreprise à but lucratif. C'est vraiment, il a créé The Ocean Cleanup. Et au fait, il a créé des robots, si tu veux, qui avalent ce plastique. Et essai-erreur, ça a été très compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne maintenant. Et il y a toujours cette agilité, cette réflexion, etc. Maintenant, ils arrivent à recycler le plastique qu'ils ont pris dans l'océan et à le revendre, parce qu'il est recyclé, il peut repartir dans l'industrie, etc., mais de manière vertueuse. Et ils ont été plus loin, et ils ont réfléchi, et ils se sont dit, tiens, au fait, d'où vient ce plastique ? Et ils se sont rendus compte qu'au fait, il y a 1000 rivières qui se jettent dans l'océan, dans la mer, peu importe, et qui charrient tout ce plastique. Et du coup, il a créé le projet 2, si tu veux, c'est l'Interceptor. C'est au niveau de ces rivières, c'est ça, à la source. À la source. C'est génial, et c'est vraiment ça que j'aime bien dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit ensemble, etc., dans Respect. C'est vraiment des influacteurs. C'est des personnes qui, par leur action, améliorent la société. Oui. Et ça, qu'on croit pas,
c'est même plus la question, c'est on agit. Oui, voilà. Et ça change les choses. On va pas dans des débats stériles. Oui, on est dans le temps vraiment de l'action, et je pensais aussi à un peu la théorie du colibri, hein, qui est voilà, ce petit oiseau qui va chercher de l'eau pour éteindre une forêt en feu, et on lui dit mais enfin t'es un tout petit colibri, ça ne sert à rien. Elle dit mais je fais ma part du travail, quoi. Et voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, je me rends compte de la puissance et de l'impact, hein, de semer des graines, en fait. Et en fait, chacun peut agir. On a toujours l'impression, je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est en étant dans des initiatives comme celle-là et en le faisant ensemble aussi. L'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ça, un des adages qui nous parle beaucoup aussi dans OpenFlow. Et une autre citation que j'aime bien, c'est d'être le changement qu'on souhaite voir. Voilà, commençons d'abord par soi. Oui, c'est juste soyez le changement que vous voulez être pour le monde. Je ne l'ai pas inventé, malheureusement. non, mais c'est super intéressant. Et au fait, moi je te parlais d'un flux acteur, donc des personnes comme toi qui sont invitées sur ce podcast. Et j'ai vu sur OpenFlow que vous aviez un autre mot valise qui c'était entre-donneur. Ouais. Alors, je ne suis pas le créateur de ce mot-là non plus. C'est Michel Bowens, qui est un économiste belge, qui théorise ce qu'on appelle l'économie des communs. Donc, c'est comment on peut mutualiser plus. Il dit aujourd'hui, l'économie est arrivée à un pic en termes de consommation des ressources. Donc, une alternative, c'est de mettre plus en commun. Et voilà, il reprenait dans un de ses bouquins ce terme entre-donneur que j'ai adoré, et on a adoré, et ça parle beaucoup chez nous. C'est un entrepreneur, il prend entre, étymologiquement, et un entre-donneur, il donne à la communauté. Et donc, c'est ce qu'on fait dans OpenFlow. Donc, les coopérateurs, il y a des entre-donneurs actifs et des entre-donneurs soutenants. Ça différencie différents modes d'implication. Et voilà, l'idée, on vient dans OpenFlow pour donner, et on va recevoir du coup en retour, mais c'est contribuer à des communs. Et les communs, c'est par exemple créer des outils communs numériques ou pas numériques, créer des méthodologies, des nouveaux modèles, tout ce qu'on apprend sur les projets qu'on crée, comme Namur Boutique ou UV Flash, on le met en commun ou en open source, voilà, etc., pour pouvoir en faire profiter un maximum de personnes, pour que ça s'accélère, en fait, pour que toutes ces choses-là s'accélèrent. Oui, en parlant de open source et tout, il y a... Enfin, je sais pas si ça a à voir, mais je voyais aujourd'hui que Odoo, qui est à la base est open source, là, c'est devenu une licorne. Donc voilà. Oui, j'ai vu. C'est vrai que c'est une société vachement qui cartonne en Belgique et qui a une belle croissance. Et en effet, c'est basé sur un modèle open source à la base. Donc il y a moyen, quoi. Oui, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir des modèles d'affaires, de repenser le business autrement aussi, de mettre plus de bienveillance dans le business, de faire quand même d'être payé équitablement et justement, tout en développant des projets entrepreneuriaux, mais pas aller dans les excès, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Non, tout à fait. La croissance absolue du chiffre d'affaires au détriment du bien-être des employés, etc., quoi. Donc comment est-ce qu'on réadapte tout ça? Ouais, fais gaffe, tu vas faire siffler quelques oreilles parce que il y a des gens qui, t'inquiète, normalement ils n'écoutent pas, ils écoutent pas ce podcast, mais j'en connais certains qui feraient un infart. Attends, quoi? On peut bien-être avant le chiffre d'affaires? On peut discuter, ouais. C'est complètement fou. J'en ai connu des comme ça. Non, mais c'est bien, top. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier qui t'a fait passer à l'action? C'est pas quelque chose de brutal ou d'abrupt, mais c'est ce sentiment qui commence à grandir de perte de sens en fait dans le boulot que j'ai. Comme je disais, j'avais un beau poste, une belle situation, je gagnais bien ma vie, etc. Et en même temps, le matin, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là? Pourquoi je le fais? Je pense pas que tout le monde se pose ce genre de questions-là, mais en tout cas, c'était mon cas. Et j'ai fait pas mal de travail personnel aussi, de développement personnel. Et à un moment donné, on se demande quelle est sa place, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. Quelle est la part? Quelle est la part, comme le colibri, quoi. Ouais. Mais, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Ça m'apporte une forme de plénitude, même si ça me prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est un projet entrepreneurial, mais de la sérénité, du sens, beaucoup de sens, beaucoup de rencontres, des rencontres géniales, quoi, avec des gens que je connaissais pas avant, qui sont des gens très intéressants, inspirants. Moi, j'adore rencontrer des gens qui m'inspirent. Ça me permet de plus créer encore. Voilà, on m'a fait une fois la remarque, mais dans OpenFlow, on a l'impression que vous êtes tous potes comme ça. Et en fait, la plupart des gens ne se connaissaient pas, les 20 coopérateurs, mais les valeurs et le temps qu'on passe à créer ce projet font que les gens il y a une super ambiance, beaucoup de convivialité. En fait, on vient faire ce qu'on
on aime faire. Et si c'est pour faire des choses qu'on n'aime pas, alors on vient pas de OpenFlow, quoi. Et donc ça m'apporte vraiment ce sentiment de dire je crée, et ça apporte à d'autres, ça fait grandir d'autres aussi, et moi j'aime bien ça. Ok, top. Par rapport, ça a 1 an et demi, donc c'est encore assez jeune, mais au-delà de ça, si tu devais recommencer quelque chose, ça peut même être les études, j'en sais rien, qu'est-ce que tu changerais ? Je me suis déjà posé la question en me disant, tiens, est-ce que j'aurais pas dû lancer une entreprise plus tôt, plus jeune ? Et en fait, je pense que ça aurait été compliqué, j'aurais pas eu ce recul que j'ai ici. Créer une start-up ou une jeune entreprise, plutôt une jeune pousse à 41 ans, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a la vie de famille, il y a le niveau de vie qu'on s'est mis aussi à ce moment-là. D'un autre côté, j'ai l'expérience qui me permet de le faire, j'ai beaucoup appris dans les entreprises où je suis passé avant, ça me permet de transmettre mes compétences aux jeunes générations qui sont, je pense, demandeuses de ce genre d'entreprise à impact. Et donc, en me posant cette question-là, je me suis dit, je pense que je changerais rien. Je pense que ce que je changerais, c'est y aller à 100% plus vite, quoi. Si pendant 1 an et demi, j'ai fait ça à côté d'autres missions pour un peu tester certaines choses, là j'ai décidé de passer à 100% sur le projet, et je me sens relâché par rapport à ça, et bien, je pense que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, quoi, voilà, ou c'était peut-être quelque chose que j'aurais changé. C'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui ressort assez souvent quand je pose cette question, c'est au fait j'aurais dû y aller à fond, plus vite. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être pas un conseil qu'on peut donner, parce que moi je me permettrais pas, mais c'est un apprentissage en tout cas que moi j'ai fait avec ce podcast, c'est de se dire qu'au fait, à un moment donné, quand on a une idée et qu'on tergiverse, à un moment donné, il faut y aller. Ouais. Et on se demande toujours, c'est quand le meilleur moment pour entreprendre ? Mais c'est maintenant. Mais en fait, j'ai toujours été habitué dans mon métier d'ingénieur à analyser les risques, à anticiper. Et donc, j'ai voulu mesurer les risques. En fait, j'y vais, mais je vais tester avant, etc., etc. Et au final, le temps passe, il y a des choses qui s'essoufflent, ou il y a des initiatives un peu différentes et similaires qui se lancent. Et donc, en fait, ça m'a mis un peu un coup de pied aux fesses, quoi. Et un ami à moi qui est dans un groupement d'entrepreneurs qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle l'APM, l'Association pour le progrès du manager, m'a dit un jour, quand je parlais d'OpenFlow, il me dit une femme, elle n'est pas à moitié enceinte. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'était il y a 1 an. Et 1 an après, je me dis, oui, il avait totalement raison. Et c'est vrai que c'est un conseil que je peux te donner aussi. Je suis en train de le vivre là actuellement, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que le but de ce podcast aussi, en voyant tous ces témoignages de personnes comme toi, de tous ceux qu'on a déjà eu sur le podcast, c'est aussi de contaminer positivement les personnes, et qu'à un moment donné, si quelqu'un se dit, moi j'aimerais bien changer des choses, j'aimerais bien avoir de l'impact, je sais pas quoi, mais c'est qu'à un moment donné, ces personnes se disent aussi, finalement je peux. Oui. C'est ça aussi le but de ce podcast. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis pour dire que une communauté comme OpenFlow est là pour ça, parce qu'on se sent seul souvent. Ouais. Beaucoup de gens ont des idées, mais qui n'émergent jamais parce que je suis tout seul, je vais pas arriver à gérer, je suis pas un manager, ou je suis pas un financier, ou je suis pas ceci ou cela. En fait, maintenant, tu peux être entouré d'autres personnes bienveillantes qui vont entourer ton projet, et si c'est un projet qui ne mérite pas d'attention, tu le verras aussi dans la communauté, et le contraire est vrai. Et on a créé le projet UV Flash comme ça, qui était un projet de créer un box qui fait un flash UV pour désinfecter les caddies de supermarché pendant la crise Covid, vraiment pour aider les commerçants indépendants. Et c'est une connaissance qui est automaticien, mais qui se sentait pas de porter le projet tout seul. L'idée était géniale, et il est venu nous trouver en disant, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Et on s'est mis à 7-8 personnes. Il y avait des ingénieurs, des gens dans la communication, un commercial, etc., à développer le projet. Et puis voilà, excellent. C'est parti comme ça. Explique un petit peu plus ce qu'il en est. Ça s'appelle comment, UV Flash? UV Flash, donc il y a le site uvflash.be. Donc l'idée, c'était vraiment ça. C'était en période Covid. Comment on peut aider les commerçants indépendants à désinfecter leurs caddies? Le pchit qu'on faisait sur les caddies, on trouvait pas ça pertinent. Et donc on a cette personne qui s'appelle Vincent Dufour de nous trouver avec son idée. Et puis on a fait une maquette en bois. On l'a soumise à des commerçants indépendants qui ont dit ok, on préfinance 3 machines. Et en fait, voilà, il y avait une équipe avec des ingénieurs de la communication, marketing, des ingénieurs en biosécurité de Liège, qui ont réfléchi à l'aspect UV, parce qu'on voulait que la machine soit hyper safe, hyper sécure, pas dangereuse pour la santé avec les UV. Et on a fait ce box qui est génial, qui coûte pas très cher, qui permet du coup de plus utiliser de consommables, plus utiliser de produits toxiques. Le fameux pchit. Ouais. Et on en a vendu une vingtaine. On a eu la chance de passer dans le New York Times. On a eu de la couverture presse internationale. Et voilà, ça c'était clairement un projet dans l'ADN d'OpenFlow. C'est de l'innovation ouverte, donc des gens qui se mettent ensemble, qui créent. Si le projet fonctionne, alors on en crée peut-être une mini-entreprise. Bien sûr. Et les rétributions qui tombent,
permettre de rétribuer les gens qui ont contribué. Et là, on en est aujourd'hui à se dire, ok, est-ce qu'on crée une entreprise ou pas avec ça, ou est-ce que le projet on le met en open source ou pas, et on va faire un événement type team building avec l'équipe pour remercier d'avoir travaillé sur le projet parce qu'on n'a pas su dégager suffisamment de moyens, mais en même temps on a fait bouffe quoi. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné, et on a créé un projet entrepreneurial qui a donné de la visibilité à la communauté, qui a permis d'apprendre sur les UV, et du coup on a des possibilités maintenant d'aller faire ça pour des hôpitaux, par exemple pour désinfecter des chaises roulantes ou des brancards, tu vois, ou bien des chariots dans des gares. Donc toujours l'aspect collectif, santé publique. Voilà. Je suis en train de voir toutes les applications possibles imaginables qui défilent devant mes yeux. Là, et on cherche des gens, typiquement par exemple comme toi, qui peuvent nous aider à passer au step suivant, à rendre le projet encore plus entrepreneurial, tout en étant un projet de santé publique. Et, c'est génial. Vraiment, moi je connaissais pas. Pourtant, on a déjà discuté pas mal de fois. Tu vois, c'est tous les trucs. Il faut en parler. Il faut en parler. Ah oui, non, mais super. Franchement, ce projet, s'il y a d'autres trucs ou quoi. On avait créé aussi Namur Boutique. Je sais pas si tu veux, je peux t'expliquer un peu ça. À fond. Pendant de nouveau la crise Covid, c'est un projet plus centré sur Namur, mais c'était cette idée que les commerçants n'arrivaient pas à vendre leurs produits. Ils commençaient chacun à acheter un e-commerce qui coûte parfois 2, 3, 5, 7 000 euros. Mais c'est pas leur métier. Ils savent pas comment l'utiliser. Ils savent pas comment faire le référencement. Et on s'est dit, mais enfin, comment on peut les aider? Créons un e-commerce, une marketplace. Qui est une vitrine locale pour eux, mais si possible, d'acheminer les courses quelque part vers les consommateurs. Pourquoi ? Parce que par exemple Amazon, comment ça se passe ? Si on commande chez 5 commerçants différents, on reçoit 5 colis différents. Nous, l'idée, c'était de mutualiser le transport. Donc la mutualisation, c'est important pour nous. Et donc on a créé cette plateforme. Il y a aujourd'hui une 70aine de commerçants namurois. On a une vitrine. On recrée un lien entre la vitrine digitale et le commerce physique qui permet aux gens de revenir dans les magasins parce qu'on met en avant les commerçants. Et voilà, c'est un projet qui s'est créé aussi en innovation ouverte avec des gens. On a mis du Odoo justement pour créer vite un e-commerce. Et puis on a travaillé avec une coopérative namuroise qui fait du transport à vélo, le coursier wallon qui faisait les transports des colis, etc., etc. Et aujourd'hui, ce projet est soutenu par la ville de Namur pour accompagner les commerçants dans le digital, pour la relance économique, etc., etc. Quoi. Donc de nouveau, et c'est devenu une ASBL là par exemple. Donc voilà, un autre projet entrepreneurial concret. Super. Écoute. Non, mais c'est du concret, quoi. C'est ça aussi qui aide à mieux comprendre le projet, à mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est toujours le concret, quoi. Donc, non, top, deux super projets et qui vivent, quoi. Donc ça, c'est super. Et oui, voilà, je voulais savoir quelles sont les personnes ou les modèles, les personnes qui t'ont inspiré. J'ai parlé de Michel Boens tout à l'heure. Frédéric Le Gardien, mon copain associé dans OpenFlow, toutes nos discussions, parce que c'est quelqu'un qui a aussi une belle philosophie de vie. Et puis après, c'est les initiatives, en faisant un peu des recherches sur Internet, comme WeShare en France, comme Inspiral en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est après des coopératives plus locales comme la ressourcerie namuroise, le réseau d'entrepreneurs comme l'APM, qui font beaucoup réfléchir sur justement comment un dirigeant peut avoir de l'impact. Et en fait, je suis quelqu'un qui adore intégrer plein de sources comme ça différentes et créer quelque chose avec ça. Et voilà, je continue de me documenter beaucoup. Par exemple, je suis aussi passionné par la blockchain. Pourquoi ? Pas tellement par l'aspect Bitcoin, etc. C'est pas tellement ça. C'est plutôt l'aspect gouvernance qu'il y a derrière, puisque la blockchain permet de décentraliser de la confiance, de faire quelque part des votes dans une communauté ou créer des monnaies locales dans une communauté. Et donc, si j'imagine qu'OpenFlow se développe et qu'on ait plusieurs centaines d'entreprises, d'entrepreneurs, etc., pourquoi pas créer une monnaie locale au sein de notre coopérative. Voilà, il y a des exemples qui existent en Suisse comme le WIR. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger, de grandir, et on s'inscrit vraiment là-dedans. Et nous, ce qui nous caractérise, c'est on vient d'un milieu entrepreneurial dit traditionnel, et on casse un peu les barrières entre l'économie dite traditionnelle, l'économie sociale et solidaire, les technologies, etc. On fait un peu une intégration de tout ça, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et justement, tu parles de blockchain, de la blockchain. J'entends beaucoup dire que c'est vraiment le truc qui va
explosé. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai 43 ans, je ne suis pas ingénieur, tu vois. La blockchain, je t'avoue que même si à chaque fois on m'explique avec C'est compliqué. l'histoire d'ordinateur ouais. et qu'il y a des protocoles et que du coup, tu peux pas, que c'est sauvé dans la chaîne et que c'est des contrats, machin, que ça pourrait remplacer les notaires, ça pourrait remplacer pas mal de... Les intermédiaires de confiance. Voilà, voilà. On parle toujours d'intermédiaires de confiance, ça peut totalement les remplacer. Je t'avoue, moi, j'ai tellement entendu d'histoires de mecs qui avaient perdu des codes, des trucs, ils ne savaient plus revenir sur leur contrat. Je me dis, mais mon Dieu, c'est dans la blockchain. Si tu as perdu ton code, quoi, tu paumes ta propriété de maison. Enfin, il y a plein de trucs. Je me dis, mais comment est-ce que ça peut... J'ai du mal. Autant pour les projets, quand tu me parles de projets, de trucs concrets, j'ai très facile à voir toutes les applications possibles, imaginables, et même peut-être trop. Que la blockchain, moi, ça reste obscur, quoi. Oui, non, je comprends. Mais en fait, c'est marrant. Je comprenais rien non plus au début, hein. Et puis, mais je sentais qu'il y avait en effet, un peu comme Internet, à chambouler des choses. Oui, et j'ai commencé à me documenter. Il y a des bouquins très bien faits qui vulgarisent. Et en fait, une fois que tu rentres dans ce monde-là, tu te dis, ouais, en fait, en effet, oui, il y a beaucoup d'applications possibles qui peuvent changer pas mal de choses dans la manière dont on travaille et dont on travaillera demain. Après, il faut garder une distance critique et dire s'y intéresser, voir comment on peut l'appliquer dans notre secteur actuel. C'est vrai qu'on est fort marqué par les aspects Bitcoin, ces gens qui ont perdu des millions parce qu'ils n'avaient pas le code. Voilà, il existe plein d'autres alternatives. En fait, faut juste se dire c'est un élément technique mais qui permet de changer la manière dont on va faire du business demain, les relations de confiance, la gouvernance, les types de contrats, etc. Tout ça pour dire que il faut s'intéresser à tout ça et l'intégrer dans le monde de demain, savoir l'expliquer aux gens, le transmettre. Voilà, l'intelligence artificielle, toutes les questions autour de ça, autour de la robotique, c'est pas dire on veut pas ça, non, parce que ça va arriver. Donc comment on l'intègre et comment on crée une société durable et soutenable tout en ayant ça qui arrive. Et c'est là, je pense qu'on est fort et on peut se développer, c'est nous intégrer tout ça, quoi. Tous ces concepts de transformation numérique, etc., tout en étant dans les problématiques très concrètes il faut un monde durable, soutenable pour les générations futures. Ouais, voilà, et c'est sinon dans les personnes qui m'inspirent, il y a j'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non, voilà, je lis pas mal de choses. Ouais, c'est ça sur Pablo Servigne, qui est lui, collapsologue, par exemple. C'est aussi intéressant. C'est des gens qui, non pas qui prédisent la fin du monde, mais qui disent, voilà, le monde tel qu'on le connaît, il n'existera plus. Donc, qu'est-ce qu'on réinvente? Et c'est pas voir ça de manière catastrophée, c'est voir ça de manière un peu distante et se dire, ok, on fait quoi avec ça? Et voilà, et c'est intéressant de lire ça, de se documenter pour se bouger, en fait. Parce que sinon, on fait le business as usual, mais business as usual, ça marche plus, quoi. Donc, bien sûr, et puis je ne sais plus avec qui je discutais. Je ne sais pas si c'est Sévan ou si c'est quelqu'un d'autre. Mon Dieu, quelle mémoire. je pourrais voir un médecin. Mais il y avait aussi quelque chose de fabuleux, c'est qu'on se dit que voilà, les millions d'évolutions, enfin les dizaines de milliers d'années d'évolution de l'être humain, on sait bien qu'on n'est pas le produit fini. Enfin, il y a une constante évolution. Ouais. Et donc, oui, on parle de collapsologie ou de ceci ou de cela, oui, mais voilà, comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on va sortir de ça. Il y a le fameux modèle du MIT qui était sorti, enfin, il y a des simulations qui avaient été faites en 1972 qui prévoyaient, entre guillemets, la fin de notre mode de vie pour 2040. Ouais. Voilà, alors pour le moment, apparemment, on serait sur le trend. Ils ont pas trop mal vu. Voilà, il vaut mieux en rire. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour finalement vivre avec? Et comme tu le disais, je trouve ça génial. Tu parles d'intelligence artificielle. On a tous en tête Musk qui se méfie de ça comme de la peste et puis qui après vient avec le Neuralink pour nous taper une puce dans le cerveau. Mais on n'échappera pas à tout ça. Non, le mouvement, il est en marche. Voilà, et sauf si à un moment donné... il y a une rupture brusque liée à l'environnement, mais je crois plutôt que ça va être de plus en plus de phénomènes comme on a ici, les inondations, les pandémies, etc. Et donc, comment on est agile et être dans une structure comme on crée, enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on croit, c'est agile parce qu'on est en groupe, on y réfléchit ensemble, plutôt que chacun dans son coin. Et ça, pour moi, on crée l'organisation de demain, enfin humblement parce qu'on est petit, mais c'est important. Et on lie aussi des seniors à des juniors. C'est aussi quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Des gens qui sont jeunes retraités, et qui sont encore dynamiques et qui se disent, oui, bon, c'est vrai que le monde tel qu'il est, j'y ai contribué, mais j'ai envie de changer les choses. Se connecter à des plus jeunes et vice versa. Voilà, tout ça, on essaie de réinventer ça. Et c'est méga important. Oui. C'est méga important parce qu'il y a une espèce de polarisation qui se fait entre guillemets les vieux cons, les boomers
boomers et les jeunes qui ont la solution. Or, c'est totalement faux. Je veux dire, c'est vraiment, une fois de plus, c'est au milieu qu'elle avait. Nous, on a travaillé à l'époque, je pense que c'était en 2008-2009, je ne sais plus, avec Tractebel, qui s'occupait, fatalement des centrales nucléaires, c'est eux qui les avaient construites. Et on a mis en place un système de parrainage entre les nouveaux ingénieurs qui rentraient et les anciens, parce qu'on se rendait compte que les anciens allaient partir avec le know-how et qu'il y avait, entre guillemets, la nouvelle génération arrivait, mais c'est pas eux qui les avaient construites. Donc bon, tout était entre guillemets documenté, etc. Nos stress, mais c'était important. Et au fait, on s'est rendu compte que ça donnait la pêche aux plus âgés qui allaient bientôt partir. Et en même temps, ça donnait une expertise et une expérience incroyable aux nouveaux ingénieurs qui rentraient. Je prends un exemple. Il y a un coopérateur qui nous a rejoint, qui s'appelle Luc, qui a été dans les conseils d'administration de grandes entreprises et qui a été licencié. Et il a entendu parler d'OpenFlow, donc il a 55 ans. Il a entendu parler d'OpenFlow par des articles de presse. Il m'a contacté, je dis bah oui, viens rejoindre, viens voir un peu comment ça se passe. Il y a un projet sympa qui s'appelle Namur Boutique. Tu connais les ERP, le monde de l'IT, etc. Ça te dit de contribuer. Il a contribué au projet, c'était une des chevilles ouvrières. Il a contribué aussi au projet UV Flash. Et puis, il a une idée de lancer son petit projet à lui, un Fab Lab dans lequel il accompagne les gens en mode séminaire, comme ça. Et là, il a retrouvé une mission qui lui tient à cœur, mais il a retrouvé forcément beaucoup de dynamisme, un groupe qui l'entoure. Voilà un bel exemple. Alors qu'il aurait été seul dans son coin, ok, il serait sans doute débrouillé, mais il y a ce côté, se sentir seul, pas en forme, et voilà. Et là, on recrée du lien, en fait, et de la convivialité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a un groupe où on adore se marrer, on vient pour passer du bon temps ensemble aussi. On n'a pas su boire beaucoup de bière ensemble les fins de journée, mais ça fait partie de notre état d'esprit de créer ensemble comme ça, un peu comme quand on faisait des projets à l'UNIF ou à l'école. On se mange une pizza et on boit des bières ensemble et en même temps on crée, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est bon esprit, quoi. Bon esprit. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, que ça part vraiment dans tous les sens, mais de manière intéressante et cadrée et justement agile. Il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marmites sur le feu, il y a beaucoup de choses à faire. Comment tu gères tout ça, toi, au niveau, est-ce que tu as des routines ou des trucs qui te permettent de rester zen par rapport à tout ça? Déjà, la première chose, c'est en effet de me consacrer maintenant à 100% au projet. Ça devenait compliqué. C'est un projet ambitieux, et on s'est souvent posé la question, est-ce qu'on coupe une partie pour se focaliser sur une? Mais en fait, ça perdrait tout son sens. Si on faisait que de la consultance ou que des projets ou que la communauté, il manque quelque chose, quoi. Il manque une brique. Et donc, on sait que c'est un projet ambitieux. C'est pour ça qu'on crée une communauté où chacun, c'est ce côté douocratie, quoi. On vient et on prend des choses en main et on fait, quoi. C'est pas attendre qu'on demande de faire quelque chose. Donc on vient dans OpenFlow, on a une liste de tâches qu'on essaie d'identifier au mieux en disant on a besoin de ça qui peut aider là-dessus, et les gens prennent en main en se disant mais ça me botte bien, et ça je me vois bien aider là-dedans. Et c'est comme ça que le projet se construit au fur et à mesure, de nouveau un peu cette image de spirale qui grandit. Donc mes routines, c'est ça, quoi. C'est organiser. Je pense que c'est ça mon talent, c'est organiser, structurer. Et j'adore mettre les gens en relation, j'adore valoriser les gens, je veux dire les mettre en avant dans ce qu'ils réalisent, etc. Et donc les gens qui rejoignent OpenFlow, mon rêve, c'est aussi qu'ils se réalisent en tant que personne dans leur projet source, quoi. Ce que j'appelle un projet source. Et là, je suis inspiré par Peter Koenig, qui est aussi quelqu'un de très intéressant, qui dit voilà, la source d'un projet, c'est la personne qui a eu cette première démarche de créer son entreprise, quoi. Et après, cette personne, il sait pas faire ça tout seul en général, il s'entoure de sources spécifiques. Voilà. On peut dire que je m'entoure de sources spécifiques qui m'aident à construire OpenFlow, mais je rêve que eux-mêmes réalisent leur projet sens, quoi, et sources, ouais. Voilà. Et ça te nourrit, quoi. Ça me nourrit énormément, ouais. J'adore voir les gens qui s'épanouissent dans leur projet et rencontrer d'autres, etc. Ouais, c'est intéressant. Je vois. C'est vrai qu'on dit souvent que notre énergie, c'est un peu comme un compte en banque, quoi. Il y a des choses qui nous en prennent, il y a des choses qui nous en rajoutent. Et oui, à un moment donné, la balance doit être positive, parce que sinon, et donc toi, c'est ce qui te ressource, c'est de voir les gens se réaliser. Vraiment. Top. C'est plutôt positif. Ouais. C'est le groupe machiavélique de son. Moi, ce que j'adore, c'est de voir les gens échouer, tu vois. Qui se frottent les mains. Et alors l'échange avec mes copains, les premiers coopérateurs, les échanges avec eux et voir qu'eux aussi ils commencent à réfléchir, à intégrer, et les voir eux-mêmes évoluer dans le projet, quoi. Ouais, excellent.
J'aimerais savoir si tu as un livre, un podcast ou une émission que tu pourrais recommander. Donc je réfléchis. Oui, il y a Work with Source de Tom Nixon, qui est justement quelqu'un qui est en lien avec Peter Koenig. C'est un livre qui m'inspire pas mal pour le moment, que je vous invite à lire. Il y a Reinventing Organization de Frédéric Laloux aussi, qui m'avait pas mal marqué, qui parle de comment réinventer les organisations justement dans le mode actuel de travail. Les podcasts justement, j'écoute un peu Pickpock, quoi. Je me suis pas abonné à vraiment, enfin, je suis abonné à plein de podcasts, mais je suis pas, je sais pas te dire celui-là plus qu'un autre. Mais par exemple, j'écoute des podcasts sur Pablo Servigne pour le moment, ou ton podcast à toi que j'ai écouté, que je trouve assez inspirant aussi. J'essaye un peu en fonction de mes humeurs du moment d'écouter comme ça, ouais. Mais c'est plutôt les livres, on va dire, plutôt que les podcasts. Par contre, on aimerait créer un podcast et on est en train de le faire avec OpenFlow. Parce que notre idée, c'est vraiment de mettre en avant ces entrepreneurs de la transition, comme toi tu fais. Et donc, justement, on va discuter de ça ensemble, certainement, parce qu'il doit y avoir des liens possibles. Mais c'est de relayer toutes les initiatives qui font changer le monde, forcément. Et puis moi, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Ouais. De toute façon, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de concurrence, tu vois. C'est pas parce qu'ils écouteraient le podcast d'OpenFlow que les personnes n'écouteraient plus. Enfin, on est assez... C'est faire des liens. Voilà, on est encore dans une... je dis encore parce que ça pourrait changer. J'espère que non, mais on est dans quelque chose d'assez cool. Enfin, tu vois, le podcast, c'est sympa, c'est une émission qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en tout cas, moi, je le vois pas comme quelque chose de concurrent, quoi. Ouais, bien sûr, moi non plus. Et oui, une citation qui t'inspire, ça, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, t'en as déjà sorti deux, hein, donc tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais. Et puis, celle de Gandhi aussi. Ça, c'est aussi Gandhi? Non, mais ça, c'est un proverbe africain. Et celle de Gandhi, c'est soyons le changement que l'on veut voir, quoi. Ou soyez le changement que vous voulez voir. Be the change you want for the world. Le fameux. C'est marrant parce que je me rappelle d'une interview que j'avais eue avec Fabien Gillard, qui disait moi je voulais sortir ça, et puis ma femme a dit ah non, tu vas pas sortir un truc style Gandhi, tu réfléchis à autre chose. Et il nous avait sorti une citation de Sénèque qui était assez hallucinante. Et qu'il avait super bien expliqué parce qu'il est prof de droit. Ouais. Et je vais pas la répéter, d'ailleurs j'invite tout le monde à aller écouter l'épisode avec Fabien Gillard. Par rapport à tout ce que tu as cité, je mettrai dans l'article de blog qui accompagne les liens, je mettrai le lien vers OpenFlow. Comment on peut t'aider? Est-ce que tu veux passer un message, ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir vous chercher des coopérateurs, ou bien vous cherchez des porteurs de projets? Enfin, voilà. Les deux, en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est de développer la communauté, et plus on est de fous, plus on rit, et plus ça a du sens en fait. Si on est 3 pelés, on a moins d'impact, quoi. Donc là on est donc 20 coopérateurs, on touche déjà une communauté je dirais d'experts métiers, ou de gens avec de l'expérience, d'une 70aine de personnes. On est en train d'organiser un événement au TRAC à Namur au mois d'octobre, début octobre. On verra si avec les conditions sanitaires c'est possible. Mais l'idée donc c'est de faire le lancement officiel quelque part d'OpenFlow. On devait le faire il y a 1 an, mais on n'a pas pu à cause du Covid. Ouais. Donc pour revenir à ta question, c'est nous rejoindre comme coopérateur qui a envie de contribuer. Donc chacun a des talents, chacun a une expertise métier, et se dit moi j'ai envie de contribuer à des projets, ou bien venir en tant que porteur de projet, et ça peut être les deux, c'est se dire moi j'ai toujours eu une idée qui me tient à cœur, qu'elle soit petite ou grande, peu importe. C'est si on ne sait pas, je dirais, si c'est pas une idée dans laquelle OpenFlow a envie de se focaliser complètement, au minimum on met en relation avec des gens qu'on connaît par bienveillance, quoi. Et si c'est un projet auquel d'autres personnes ont envie de se greffer, il y a une équipe projet qui se crée, où les gens passent du temps, investissent du temps dans le projet. Donc voilà, on cherche des contributeurs projets, des porteurs de projets, et alors des partenaires, je dirais des gens qui ont envie de soutenir notre projet aussi financièrement, évidemment. C'est pour que le projet s'accélère, aille plus vite et mieux. L'idée, c'est de se lier avec des plus grosses entreprises, ou des gens qui peuvent être partenaires et qui disent par exemple ça m'intéresse de développer de l'intrapreneuriat de mon entreprise, ou que vous veniez expliquer votre modèle quelque part d'entreprise collaborative, comment ça fonctionne. Ça peut inspirer, il peut y avoir des parcours conjoints. Je prends l'exemple de WeShare en France, qui a eu des gros contrats comme ça avec la Maïf par exemple, où WeShare est allé expliquer leur modèle sociétal à la Maïf, aider la Maïf à évoluer là-dedans. Et ça, c'est on a des discussions pour le moment avec des grosses entreprises pour ça. Parce que, à un moment donné, c'est sortir on veut accélérer, donc l'idée, c'est de grandir vite, quoi. Oui. Mais bien. Ouais.
Ouais, mais je vois tout à fait. Ben, écoute, j'espère s'il y a des personnes qui entendent, qu'elles puissent. S'il y a des personnes qui écoutent, qu'elles entendent. Oui. Voilà, c'est plutôt ça. Et aussi, c'est vrai, aider OpenFlow, quoi. La structure OpenFlow même, c'est un projet à part entière, donc il y a toujours des choses à faire. C'est clair. Voilà. Ok, ben écoute, on est arrivé à la fin. Tu vois, ça va, hein, on est quoi, 40 quelques, peut-être presque 50 minutes quand même. Donc, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Quand on se fait bien, ça passe vite. Moi, j'avais envie de te relancer sur plein de trucs. Le On fera un deuxième podcast plus tard. Voilà, plus tard, avec plein de cas concrets pour vraiment donner le goût et l'envie aux gens. Mais écoute, merci beaucoup, Olivier. J'ai eu beaucoup de plaisir à déjà te revoir et à discuter avec toi sur ce podcast. J'espère que les auditeurs en auront autant à écouter l'épisode. Ah oui, j'oublie à chaque fois, avec Sévan, au fait, je lui ai donné juste après, mais ici, à chaque influacteur, on remet le polo Respect, et c'est vraiment, c'est pas un polo qui est à vendre, donc il se mérite, il faut le gagner. Et donc, tu as bien mérité le tien merci, ici, cool. s'il Je te suis très plaît. fier, merci. Voilà, alors personne ne voit ça évidemment, on est en podcast, mais tu Il est m'enverras beau, une photo. Il est blanc avec un logo sympa, j'enverrai une photo et je partagerai. Voilà, et on mettra ça sur l'Instagram, comme ça les personnes pourront voir de quoi il s'agit exactement. Et c'est notre humble participation, c'est un award, c'est le Polo Respect. Et, merci. Avec beaucoup de plaisir, c'est mérité. Hein. Voilà, à toutes et tous, un grand merci pour votre écoute, pour votre soutien, et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.